Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale, peut-être, mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Quand Gorbatchev a accepté la destruction, enfin la fin du pacte de Varsovie, en face on lui avait dit donc que ça serait la fin aussi de l'OTAN, puisque l'OTAN n'était là que pour faire pièce au pacte de Varsovie. Alors je voudrais rappeler, c'est même un point fondamental, que quand Gorbatchev et le chancelier Kohl ont débattu de la réunification possible de l'Allemagne, Gorbatchev avait posé comme condition que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Et là-dessus, on peut raconter ce qu'on veut, mais et le chancelier Kohl et James Baker avaient écouté le discours et avaient admis que oui, c'était évidemment l'OTAN n'aurait pas de raison de s'élargir à l'Est dès lors que tout le système changeait. J'ai moi-même posé la question à Gorbatchev un jour, parce que ça m'a torturé, je lui ai dit, mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait acter ça par écrit? Et Gorbatchev m'a dit très gentiment, il m'a dit, écoutez, on commençait à traiter en gens qui avaient un esprit démocratique avec des démocrates. On a pensé qu'on était entre gens normaux, de bonne compagnie. Par conséquent, je n'allais pas leur dire de me signer un papier. Bon, le Gorbatchev n'en est toujours pas revenu. Qu'un engagement pris soit balayé comme ça. Ça vous montre l'ampleur, je dirais, du désarroi des Russes devant ce dialogue de sourds avec le monde occidental. Depuis la chute de l'URSS, c'est ce que nous avons clairement mis sur la table comme alternative à la mondialisation financière. Le développement de l'Eurasie, et dans le même élan des Amériques et de l'Afrique, est le défi que l'humanité doit relever. L'établissement de réseaux ferroviaires traversant les continents permettront le désenclavement des zones les plus pauvres. La réorientation de l'effort économique vers l'aménagement des territoires et la production scientifique, technologique et industrielle provoquera une hausse massive des niveaux de vie. C'est ainsi que les peuples pourront conquérir leur liberté politique et enfin disposer d'eux-mêmes. Dans leurs intérêts respectifs, la Russie et la Chine prennent le chemin de cette politique. Elles proposent toutes deux des coopérations pour bâtir une nouvelle route de la soie. C'est un pays, on va dire, chrétien, chrétien blanc, c'est le plus grand pays qui n'a pas de dette, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'une réelle indépendance politique. Et ensuite, vous dites que Vladimir Poutine a ruiné la Russie, c'est totalement faux. Lorsque Vladimir Poutine est au pouvoir, la Russie n'a que des dettes, notamment vis-à-vis du Club de Paris. Aujourd'hui, elle a des réserves de change à hauteur de 650 milliards de dollars. Elle a un fonds souverain à hauteur qui doit être aujourd'hui autour de 150-160 milliards de dollars. Chaque fois que le baril est supérieur à 40 dollars, et la Russie est le deuxième producteur et exportateur de pétrole au monde, tout ce qui dépasse 40 dollars est mis à l'intérieur de ce fonds souverain. La Russie n'a aucune dette. Elle est une véritable, et je reprends les termes de Bloomberg, qui a fait un article très intéressant il y a 15 jours au moment des menaces de sanctions, qui disait que la Russie est une forteresse financière face aux sanctions. Ce qui est exactement l'inverse de la France, il faudrait rappeler ça à M. Bruno Le Maire, qui est un pays dont la dette aujourd'hui est vertigineuse et catastrophique. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce paradoxe où on a un petit ministre de l'économie qui prétend qu'il va détruire l'économie d'une immense puissance qui n'a pas de dette, alors que nous sommes couverts de dettes. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Sous le commandement d'un type aujourd'hui qui s'appelle, leur président actuel, Zelensky. Et après, il y a le troisième volet que personne ne veut aborder, c'est qu'aussi l'Ukraine et la Jérusalem ashkénaze. Les liens, ils sont évidemment profonds et anciens. Enfin, l'Ukraine, c'était la zone de résidence, donc c'était ce qu'on appelait en anglais the Pale. Donc en fait, quasiment tous les juifs du monde, ashkénazes ayant des origines à l'Est, ont une origine quelque part ou un lien avec l'Ukraine. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. Le problème, bien sûr, ce n'est pas la structure de l'OTAN elle-même. Elle n'est qu'un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Le problème est que sur les territoires qui nous sont adjacents,
Je vous le fais remarquer, sur nos propres territoires historiques, une anti-Russie est en train d'être créée, qui a été placée sous un contrôle extérieur total, qui est colonisée de manière active par les forces armées des pays de l'OTAN. Et pour notre pays, c'est finalement une question de vie ou de mort. La question de notre avenir historique en tant que peuple. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Ça, c'est les forces ukrainiennes. Je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris, ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans Donbass, oui. Regardez cette famille-là. Non, vous n'avez pas été là où je suis, parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Moi, je suis allé de Mariupol à Louhansk. Ne me coupez pas. Regardez. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non mais j'entends ce que vous dites, Anne-Laure Bonnel, mais moi ce qui m'intéresse, je comprends, là, mais voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass, voilà ce qui se passe dans le Donbass à Donetsk. Chacun a compris. Nous avons donc là des nostalgiques de l'Empire khazar qui veulent se payer Poutine parce que ça fait 3 fois qu'il leur tient tête dans leur projet hégémonique mondial. Et la 3e fois, c'est la fois de trop. C'est pour ça que même si la guerre mondiale n'a aucun sens pour les peuples, parce qu'il suffirait d'accepter une fédéralisation de l'Ukraine et une légère démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN pour que tout se calme, et pourtant on voit bien que, par exemple, Bernard-Henri Lévy veut à tout prix nous mener à la guerre mondiale. Tragique. Ce que l'on peut observer quand même, c'est que des Slaves tuent des Slaves, des chrétiens tuent des chrétiens, et ça c'est vrai que pour ceux qui nous gouvernent, c'est déjà une victoire. C'est ce qu'on appelle la domination triangulaire par tiers interposés, c'est qu'on fait en général se battre des Français contre des Allemands, c'est-à-dire 2 peuples européens chrétiens développés, et là en fait des Slaves orthodoxes contre d'autres Slaves orthodoxes pour le pouvoir de gens qui ne sont ni Slaves ni orthodoxes. Hein. Il reproche à Poutine, pareil sur le plan eschatologique, d'avoir recréé un empire chrétien qui en fait bloque ou inverse même ce calendrier de destruction terminale de toute la chrétienté, qui je le rappelle s'appelle la destruction du 4e Empire. En effet, les rabbins du Talmud ont situé la guerre, qui opposa les Juifs aux Grecs, dans une vaste fresque historique, celle d'un affrontement entre Israël et les 4 empires qui lui firent la guerre, Babylone, la Perse, la Grèce et l'Empire romain. Dans lequel d'ailleurs nous nous trouvons encore, parce que pour la pensée juive, l'Occident, c'est le successeur de l'Empire romain. La destruction de Rome, et là d'ailleurs il y a une discussion annexe qui s'agrège, puisque là on voit bien aujourd'hui que Poutine devient le défenseur de la chrétienté, le défenseur ultime de la chrétienté, alors que Rome, par le pape François, est déjà passé à l'ennemi de manière aujourd'hui absolument évidente. Ce qui veut dire qu'on peut se poser la question de savoir si l'Église qui représente la défense de la chrétienté, dans cette période de combat eschatologique terminal, est l'Église catholique ou l'Église orthodoxe. Hein. 8 лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Некий пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Это гей-парад. Вот эти требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность к тому самому могущественному миру. Поэтому то, что сегодня происходит в сфере международных отношений, имеет не только политическое значение. Речь идет о чем-то другом и куда более важном, чем политика. Речь идет о человеческом спасении. Mi-mars, Ramzan Kadyrov annonce qu'1 millier de volontaires tchétchènes se rendent en Ukraine pour combattre aux côtés des Russes. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا
نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون